Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 23 mars 2025. Juste hier, samedi, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'eau, ce liquide précieux pour la vie. La préservation des glaciers, c'est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2025 de cette journée. Alors pourquoi les glaciers fondent-ils aujourd'hui plus vite donc que jamais? Et quelles sont les conséquences sur l'environnement? Éclairage avec le docteur Flavien Edia Dovonou, enseignant-chercheur à l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi et maître de conférence des universités du CAMES. Dans le décryptage de l'actualité nationale, nous parlerons de l'affaire d'Aïvo, dont le procès a démarré depuis la semaine dernière. Le drame survenu à Bouka, à Kalalé, avec 2 morts, dont un policier. Et enfin, la participation des forces Corée pour un Bénin émergent aux élections de 2026. Analyse de Claude Alofa à suivre juste après la revue de presse hebdomadaire de Asion Mokani à Asiongbon. Une dizaine d'artistes unissent leur voix pour rendre hommage à Willy Millon. Le concepteur de Nujiu, décédé le 4 février dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Le clip Image, donc hommage à Willy Millon, est déjà disponible. Tarzan MC fait partie de la dizaine d'artistes sur le clip. Il vient nous expliquer pourquoi cette initiative et vous-même vous allez découvrir le clip au cours de notre entretien. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, décédé le 25 février dernier des suites d'un malaise, l'ex-préfet du département du Zou est conduit dans sa dernière demeure ce samedi, mais avant, il a été fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Moment de pleine émotion et de consternation, on en parle dans un instant. On parlera également de cette initiative de la CEDEAO. Il s'agit également de la hiérarchie militaire, des hommages faits donc de prières musulmanes, chrétiennes et traditionnelles pour honorer la mémoire des soldats tombés sur donc le théâtre d'opération dans le nord du Bénin. C'était jeudi dernier au 6e bataillon interarmes de Natitengu. Images et reportages assure également le point de la célébration de la journée internationale des droits des femmes au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Moment festif, mais aussi de réflexion, comme vous allez le voir dans un instant. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format. Firmin Aimé Couton, ex-préfet du département du Zou, repose depuis ce samedi dans sa dernière demeure à Zakota. L'inhumation a eu lieu dans l'intimité familiale, mais avant, il a été fait commandeur de l'ordre national du Bénin. C'était lors d'une cérémonie empreinte de consternation, de lamentation, puis solennelle qui s'est déroulée dans l'enceinte de la cité administrative d'Abomey. Voici le point que nous fait ici Emet Elena Moussou. Précédemment, préfet du Zou est décédé le 25 février dernier des suites d'un malaise. Firmin Aimé Couton reçoit ici les derniers hommages de la République. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la cité administrative d'Abomey. Devant la dépouille de l'illustre disparu, population, autorités à divers niveaux ainsi que les membres de sa famille se sont rassemblés pour dire l'ultime adieu et aussi reconnaître le dévouement dont le défunt a fait montre durant toute sa carrière d'administrateur civil. Sa disponibilité, sa rigueur et sa sagesse n'étaient pas celles d'un simple administrateur. Elles étaient celles d'une autorité de vision habitée par la conviction profonde que le développement se construit avec et pour les autres. Sa porte fut toujours ouverte, ses conseils toujours éclairants, son appui toujours indéfectible. Il a instauré une ambiance de travail sans barrière entre les autorités et les agents de la préfecture, au point où le management et le leadership qui caractérisait cette décision amenaient chacun de nous à mieux faire pour mériter sa confiance. De son vivant, mon patron fut un défenseur ardent des faits, c'est-à-dire des personnes vulnérables. Et je comprends aisément qu'il se battait pour la cause des enfants vulnérables, des enfants en situation difficile. C'est chose normale. Parce que lui, je ne sais point s'il y a des hommes sur terre qui aient traversé depuis son enfance tout ce qu'il a traversé pour en arriver
là. Soldat du développement et de la décentralisation, Firmé Aimé Couton est fait à titre posthume commandeur de l'Ordre national du Bénin. Le geste, selon le vice-grand chancelier, vise à reconnaître les mérites du disparu, mais surtout son engagement pour les causes de sa patrie, les qualités des services rendus à la nation tout au long de sa vie professionnelle. Son amour pour son pays et son désir de voir chacun prospérer étaient au cœur de chacune de ses initiatives. En tant que préfet, il a fait montre d'une grande capacité d'écoute, favorisant ainsi le dialogue entre les différents acteurs de la vie publique. Il a toujours cru en la nécessité de rassembler les forces vives de la communauté pour construire un avenir meilleur pour tous. Son pragmatisme et sa vision claire ont permis de mener à bien des projets qui ont marqué son passage et changé la vie de nombreux concitoyens. Après cette reconnaissance, suivront une série d'oraisons funèbres. Des différents discours, on peut retenir que Firmé Aimé Couton a été de son vivant l'un des meilleurs cadres en matière d'administration décentralisée et déconcentrée au Bénin. Un homme exceptionnel au destin de phénix. Cher Firmé, tu as donc donné le meilleur de toi à servir la République jusqu'à ton dernier souffle. En d'autres circonstances, on dirait que tu es tombé sur le champ de bataille, les armes à la main, pour l'intérêt général. C'est d'ailleurs ce qui sous-tend la justesse des hommages que nous te rendons ce jour, en ce lieu, à partir duquel tu administrais avec beaucoup de dextérité le département du Zou, en tant que représentant du chef de l'État et de tous les ministres du gouvernement pris individuellement. Le Bénin vient donc de perdre, avec ton décès, l'un de ses meilleurs cadres dans le domaine de la gestion déconcentrée et décentralisée du pouvoir. À la suite de la cérémonie de décoration, membres du gouvernement, amis et parents du défunt, délégations de partis politiques et autres invités ont pris la direction de son village maternel à Zakota, sur le site de la paroisse de l'église catholique Saint-Joseph de Kalassan, à Za-Agbogbomen. Une messe absoute a été dite. S'en est suivi l'inhumation dans l'intimité familiale. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la Défense nationale, rend hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur ces dernières semaines. Ils étaient en mission républicaine pour défendre l'intégrité du territoire national. Des prières musulmanes, chrétiennes et traditionnelles ont été dites pour honorer leur mémoire et implorer la miséricorde divine pour le repos de leurs âmes aux côtés des parents des disparus et des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense nationale a exprimé la compassion du gouvernement à l'armée et aux parents des disparus. On va faire le point avec Alassane Harouna. 3 différents cultes religieux auront marqué cette cérémonie d'hommage aux vaillants soldats béninois fauchés sur les théâtres d'opération contre le terrorisme. D'abord, cette prière musulmane, co-dirigée par les imams centraux de Nati Tengou et de Djougou. Ensuite, le culte traditionnel, conduit par le roi d'Assakate de la ville. Puis cette célébration eucharistique, conduite de maître par l'évêque du diocèse de Nati Tengou, Antoine Sabibiao. Dans une atmosphère chargée d'émotions, en présence des photos des soldats disparus, ces hommes de Dieu vont tour à tour trouver des mots justes empreints de spiritualité pour consoler les âmes meurtries par cette guerre avant de prier pour le repos éternel de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Nous sommes là pour dire à tous ceux et celles qui sont éplorés par le décès de l'un ou l'autre de nos soldats. Nous sommes là pour dire à leur famille que leur deuil est aussi notre deuil. Dans son mot de compassion aux parents des disparus ainsi qu'à toute l'armée béninoise, le ministre de la Défense nationale mettra un accent particulier sur les efforts que consent l'État central pour renforcer l'armée béninoise engagée dans cette guerre asymétrique. Chers parents, la nation entière vous est reconnaissante. La disparition de nos proches ne sera pas vaine. Je voudrais vous renouveler le soutien du gouvernement dans ces moments douloureux. Mesdames et messieurs,
Le terrorisme est diffus et frappe avec lâcheté et sans distinction. Je nous invite tous à être des acteurs actifs de la lutte contre le terrorisme, car c'est une lutte de tous. Nous devons aider les forces de défense et de sécurité en leur fournissant le renseignement. Je voudrais nous exhorter à porter continuellement nos martyrs dans nos prières. Que les âmes reposent en paix et la félicité éternelle. Des mots très réconfortants du ministre Fortuné Nouati, qui à coup sûr vont remonter le moral du commandant de l'opération Mirador ainsi qu'à tous ces hommes, plus que jamais déterminés à en découdre avec les forces du mal. Autre sujet à présent, Impact CEDEAO, c'est un projet qui vise à faire du centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Agua dans la commune de Banté un pôle d'excellence et d'innovation dans la formation des jeunes dans la commune et celle environnante. Le projet est financé par le Fonds pour la stabilisation et le développement des zones fragiles des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il sera exécuté au profit de la couche juvénile. Sa mise en œuvre sera assurée par Ker Benet Togo. Reportage. En charge de l'opérationnalisation du projet Ker Benet Togo, dénommé Impact CEDEAO, l'initiative est financée par le Fonds régional pour la stabilisation et le développement des zones fragiles des pays membres de l'organisation. Nous bénéficions aujourd'hui d'un appui considérable qui se matérialise par le financement de nouvelles infrastructures pour le centre de formation professionnelle et d'apprentissage d'Agua. Ces investissements contribueront à améliorer de façon significative la qualité de la formation et à offrir de meilleures opportunités à la jeunesse. Le projet Impact CEDEAO, dont nous procédons au lancement ce jour, constitue une véritable bouffée d'oxygène en grande concordance avec nos plans de développement communaux et dans la vision du gouvernement. Avec pour zone d'intervention les départements de la Takora, de la Donga et les collines, le projet s'inscrit dans la poursuite de la dynamique de transformation positive, l'amélioration des infrastructures d'apprentissage ainsi que le renforcement des compétences des jeunes. Le projet Impact CEDEAO, ce n'est pas que les infrastructures, mais nous avons aussi des mesures d'accompagnement qui permettront à ces infrastructures d'impacter durablement les communautés que nous accompagnons. Il y a la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, le droit à la santé sexuelle et à la reproduction et suffisamment aussi la cohésion sociale. Le projet Impact CEDEAO est une réponse concrète à ces ambitions grâce au Fonds régional pour la stabilisation et le développement. Le succès du projet repose sur la synergie d'action entre les partenaires, les bénéficiaires, les autorités locales et tous ceux qui croient en un avenir meilleur pour nos communautés. Lancé pour couvrir plusieurs mois, Impact CEDEAO ambitionne de positionner le centre de formation professionnelle d'Agua dans la commune de Banté comme un pôle d'excellence et d'innovation, fruit de la coopération entre les acteurs publics, les ONG et les collectivités territoriales. Ce projet vient aussi pour renforcer la résilience de même que la cohésion sociale au sein des communautés bénéficiaires en donnant aux jeunes les moyens de s'épanouir. Ce projet marque pour nous au niveau de la CEDEAO une nouvelle présence au Bénin. Je voudrais vous réaffirmer notre disponibilité à continuer à travailler dans ce sens pour que les peuples sentent que la CEDEAO et sachent même que la CEDEAO n'est là que pour eux, pour leurs besoins et en particulier cette jeunesse. L'accent devra être mis notamment sur la concertation entre les parties prenantes et le suivi de proximité. Je peux vous rassurer que le comité consultatif mis en place par le ministre pour superviser les interventions du FSRDO Bénin n'hésitera pas à se rendre sur le terrain pour apprécier l'effectivité des réalisations du projet. Pour les différentes interventions du projet, le montant total à débourser est évalué à 1,2 milliard de francs CFA. Toujours dans l'actualité, la coopération japonaise passe en revue ses réalisations dans le département de l'Atlantique. Une visite de presse a été initiée pour constater ses réalisations au titre de l'année 2025. Le collège d'enseignement général 1 de Glodjigbe dans la commune d'Abomey-Calavi et le groupement Glé-Dokun dans la commune d'Alada ont été les premiers sites visités vendredi par cette délégation japonaise. Le point avec Vigila Rodeyon.
Sur la carte des projets financés par la coopération japonaise au Bénin depuis 2002 figure le collège d'enseignement général 1 de Glodjibé. Et bien c'est ici que débute le tour de presse des réalisations du Japon en République du Bénin. Des apprenants débordant de joie accueillent des donateurs qui ont changé leurs conditions de vie et d'apprentissage grâce à la construction d'un bâtiment de 7 classes et de 8 latrines en 2022. Avant, nous faisions cours les mercredis soirs. C'était sans arrêt, mais avec ce bâtiment, le mercredi soir, et les enseignants sont au repos, les apprenants aussi sont au repos pour commencer donc les jeudis. Et nous avons déjà constaté ça dans les résultats. Mais tout récemment, nous avons fait l'examen blanc au même moment que certains apprenants sont au cours. C'est grâce à ce bâtiment que cette chose a été possible. Ces infrastructures représentent ce que la terre représente pour un cultivateur. Effectivement aussi, dans un établissement, lorsque vous n'avez pas de bâtiment, vous ne pouvez rien. La réalisation de ces infrastructures a coûté au Japon 103 702 210 000 francs CFA. Dans la commune d'Alada, les femmes du groupement Gledokun ressentent et expriment également de la gratitude au gouvernement japonais pour la réalisation et l'équipement en 2021 de leur huilerie, une unité de transformation des noix de palme en huile. Avant, tous les travaux étaient manuels. On utilisait les pieds pour écraser les noix, pour défriser, c'est la main on utilisait. Mais avec la présence des machines, ça nous a vraiment permis d'avancer dans la production. Parce qu'avant, on récoltait les noix, mais compte tenu de la non-présence des machines, cela ralentit le travail. Et il y a certaines noix, d'autres noix qui pourrissent sur les palmiers. Grâce à eux, la transformation se fait facilement. Et les femmes aussi arrivent à mettre les enfants à l'école. On remercie vraiment les Japonais. En dehors des machines, le Japon a doté le groupement Gledokun de 2 hangars, d'un magasin de stockage et d'un bureau, le tout pour un financement global d'environ 86 millions de francs CFA. Après la visite de ces 2 sites, vous allez le voir, un 3e a été visité par la délégation de l'ambassade de Japon. Toujours ce vendredi, il s'agit du centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution installé à Ouida, le CPADD, qui a bénéficié du financement du gouvernement japonais à plus de 4 millions de dollars. Le directeur du centre donne ici au micro de Vigile Arodayon les détails de ce financement. Suivez. Le CPADD bénéficie de l'appui du Japon depuis 2010. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites par le Japon au profit du centre. Et au nombre de ces réalisations, je peux parler de la première intervention que j'ai connue dans les années 2010, qui consistait à la modification du premier bloc de l'école et qui avait une capacité d'accueil de 24 stagiaires. Et grâce à cette modification, nous avons pu doubler la capacité d'accueil du centre et de passer de 24 stagiaires à 48 stagiaires. Ensuite, nous avons eu un autre financement qui est intervenu dans les années 2015-2017 et qui a permis de construire un bloc administratif que vous voyez derrière moi et qui accueille aujourd'hui toute l'administration et tout le personnel technique du centre. À cette réalisation, nous allons ajouter également l'acquisition d'un certain nombre de moyens roulants et de matériel informatique et de l'ameublement. En 2019, nous avons bénéficié également du soutien du Japon pour la construction d'un 3e bloc qui est aujourd'hui appelé bloc 3 et qui accueille en son sein 24 stagiaires plus les salles de cours et des bureaux pour le département formation. Et ce bloc nous a permis de tripler la capacité d'accueil initiale et de passer des 24 avant 2011 à 70, aujourd'hui 70-72 places pour accueillir nos stagiaires. Le dernier financement que nous avons reçu est celui qui a pris fin il y a 1 an et qui nous a permis d'acheter 2 véhicules d'intervention EOD et qui permettent aux stagiaires de pouvoir intervenir pendant la formation et de conduire des exercices dans des conditions beaucoup plus réalistes que celles qu'ils avaient par le passé. Et nous avons également l'acquisition d'une ambulance, et l'ambulance qui nous permet aujourd'hui d'appuyer toutes nos interventions donc, pendant la période d'entraînement. Donc quand les stagiaires sont déployés pour des exercices, et surtout lors de la mise en œuvre réelle d'explosifs, ils ont besoin d'un soutien santé. Donc aujourd'hui, nous avons cette autonomie et à cela, il y a d'autres activités qui ont été réalisées, notamment l'assainissement de la cour et qui permet aujourd'hui d'avoir l'aspect que vous avez. Et le dernier aspect du soutien que je peux souligner est celui qui a permis d'intervenir sur notre polygone de mise en œuvre d'explosifs qui est situé à Minatinko
et qui a permis de réaliser un polygone aux normes, prenant en compte la partie sécurité pyrotechnique et sécurité incendie. Et je terminerai en relevant le point particulier du groupe électrogène de 500 kVA et qui a été fourni au centre et qui permet aujourd'hui de résorber tous les problèmes liés à la fourniture d'énergie électrique. Et je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont célébré en différé la journée internationale des droits de la femme, s'inspirant du thème retenu pour cette année au niveau mondial. Elles ont eu droit donc à plusieurs communications sur les droits des femmes béninoises en milieu professionnel ainsi qu'au sein de la famille. On va voir ça avec Florence Bossard. C'est la journée de la femme. Les femmes, à vous les honneurs. Ces quelques mots, empruntés à la célèbre chanson de Jonas Pedro, trouvent tout son sens à cette occasion. Une rencontre dédiée aux étudiantes de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Aux commandes, l'union d'entités de la FADESP avec à ses côtés l'Institut national de la femme. Malgré les avancées notables, les femmes continuent de faire face à des obstacles significatifs. Les inégalités salariales, les sous-représentations dans les instances décisionnelles et les stéréotypes de genre demeurent des réalités préoccupantes, comme l'a souligné Sima Baou, directrice exécutive de l'ONU Femmes. Lors de la Journée internationale des droits des femmes en 2024, il est essentiel de continuer à agir sans jamais se résigner pour défendre les droits des femmes partout dans le monde. Soutien incontournable de cette première édition, l'Institut national de la femme a longuement entretenu ses étudiants et étudiantes sur le thème de cette première édition intitulée « Voix de la femme et le leadership féminin en droit et en sciences politiques, briser le silence, construire les silences ». Dans la lutte contre les violences basées sur le genre, vous avez un rôle crucial à jouer. Nous avons de bonnes lois, mais il y a encore des choses à faire. Vous savez, il y a encore des vides juridiques que vous allez combler. Actuellement, une réflexion est en train d'être menée sur le sort des domestiques, les droits des femmes qui travaillent comme domestiques. Il y a encore des choses à dire sur les droits des femmes qui sont serveuses dans les bars et dans les maquis. Il y a encore des choses à dire sur les femmes qui ont vécu pendant 20 ans, 30 ans avec des hommes sans être mariées devant l'état civil et qui sont mises à la rue en cas de décès parce que le Code des personnes et de la famille n'a pas encore légiféré sur la situation du concubinage. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les organisateurs de mettre en avant les mérites des femmes qui ont pu se faire un nom en droit comme en politique au Bénin. Dernier sujet de point de l'actualité avant de retrouver nos différents invités. Sachez qu'il y a encore une bonne nouvelle pour la clientèle avec le lancement d'une offre inédite et innovante née d'un partenariat entre MTN et Canal+ Bénin. L'objectif de cette innovation est de rendre accessible donc aux clients les programmes de Canal+ Bénin, même sans décodeur, aussi bien en journée, en semaine, voire le mois. On le sait bien, les offres mensuelles sont disponibles avec le décodeur Canal+, mais en journée, étant dans un besoin rapide de se connecter et de regarder son feuilleton ou un match très rapidement. MTN Bénin est désormais là pour répondre aux besoins de divertissement de ses abonnés avec son partenaire stratégique Canal+. Voici donc la précision que nous apporte ici Ouliat Sanoussi. Le partenariat est désormais scellé entre MTN et Canal+ Bénin. Ces deux grandes maisons qui ont l'ambition d'être plus proches de leurs clients et à l'écoute de leurs besoins sont ensemble pour mettre une nouvelle offre sur le marché. Avec cette offre inédite et innovante, la clientèle a des contenus à portée de main. L'objectif de ce partenariat, c'était simplement de rendre accessible au plus grand nombre les programmes Canal+, et toute la diversité des programmes Canal+. Aujourd'hui, on a plus de 400 chaînes en direct et plus de 5000 programmes en replay Canal+. Et nous sommes toujours dans une logique de vraiment
d'accessibilité et de facilité. Et aujourd'hui, avec l'offre qu'on vient de découvrir et avec notre partenaire MTN, c'est désormais possible. On peut accéder au programme Canal+, même sans décodeur, et ce, à la journée, à la semaine et au mois, sans consommer son forfait Internet. Et donc ça à partir de 300 francs CFA. Donc il suffit de retenir ce shortcode étoile 750 étoile 20 dièse et vous avez accès à la richesse des programmes de Canal+. Fini les temps où la télévision était limitée au salon. Désormais, vos émissions vous suivent partout. En taxi, au bureau, en voyage. MTN s'engage à connecter chaque Béninois au mode moderne. Cette innovation de Canal+ et MTN Bénin est présentée à l'assistance par ces concepteurs qui sont partis du constat que leurs abonnés passent plus de temps hors de chez eux qu'à la maison aujourd'hui. Une aubaine pour les clients qui, à travers cette nouvelle offre, pourront transporter avec eux leur télévision. Alors, avec les forfaits journaliers, nous avons la possibilité de visualiser pendant 3 heures de temps, sans consommer du forfait Internet, tous les programmes Canal+ disponibles. Et quand vous optez plutôt pour tous les bouquets Canal+, mais en option hebdomadaire, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 14 heures de visualisation pour la semaine. Donc, je pense que c'est une belle innovation et on ne peut tout simplement pas rater ça. Le nouveau bébé de Canal+ et MTN Bénin est destiné non seulement aux abonnés, mais également aux non-abonnés. Occasion pour les deux partenaires d'inviter leurs clients à profiter de cette nouvelle offre qui est désormais sur la plateforme. Mesdames et messieurs, c'est sur cette conférence de presse donc conjointe Canal+ et MTN Bénin que prend fin la première partie donc du grand format. Nous avons encore plusieurs rendez-vous à honorer. On va commencer avec notre premier invité, le docteur Flavien Dovonou, qui vient nous parler de la célébration de la journée mondiale de l'eau, édition 2025. On va l'installer avec un tour à la régie. La préservation des glaciers, c'est la thématique au cœur de la célébration de cette édition de la Journée mondiale de l'eau. Les manifestations ont eu lieu hier samedi à travers le monde. Donc le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. Le grand format va s'arrêter sur cette actualité pour faire comprendre son importance et surtout ses enjeux pour l'humanité. C'est avec le chef du département hydrologie et gestion des ressources en eau de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi que nous allons faire l'exercice. Docteur Flavien Edia Dovonou, bonjour. Bonjour, monsieur Boukari. Alors, maître de conférence des universités du commerce, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, on va commencer par savoir quel est l'objectif donc de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà dit, chaque 22 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'eau. Le but visé par cette commémoration, c'est d'attirer l'attention de tout le monde sur l'importance de l'eau douce, sur la nécessité d'assurer une gestion durable de cette ressource. Attirer aussi l'attention de tout le monde sur le fait qu'aujourd'hui, nos ressources en eau sont menacées de pollution. L'accès à l'eau n'est pas équitable. Il y a beaucoup de communautés qui ont du mal à accéder à l'eau. Et aussi, il faut qu'on encourage toutes les initiatives qui vont dans le sens de la réalisation des objectifs du développement durable. Surtout l'ODD numéro 6, à savoir l'accès de tous et de toutes à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030. Alors, je le disais, la préservation des glaciers, c'est le thème donc de cette édition. Question de clarification, un glacier, qu'est-ce que c'est? Merci, monsieur Boukari. Un glacier, c'est un dépôt de glace. C'est une accumulation de neige qui se fait sur plusieurs années et qui fait que le glacier devient compacté
devient dense, devient immense. Alors, comme on est dans le volet clarification de concepts, lorsque cette accumulation se fait sur la terre ferme, c'est là qu'on parle de glacier. Mais quand le phénomène se passe au niveau des océans ou des mers, on ne parle plus de glacier, on parle de banquise en ce moment. Et c'est les banquises qui dérivent pour devenir les icebergs, que vous connaissez très bien, qui sont des dangers pour la navigation maritime. D'accord. Quelle est l'importance justement de ces glaciers? Alors, les glaciers jouent un grand rôle dans notre environnement. Le premier rôle, c'est qu'ils reflètent les rayonnements solaires et ce faisant, protègent la Terre contre l'élévation de la température. On parle d'effet d'albédo en ce moment. Les glaciers sont des châteaux d'eau pour notre planète. Vous savez, nous parlons souvent, quand on veut parler des ressources en eau, nous avons 4 réservoirs, vous connaissez très bien. Il y a les eaux atmosphériques, les nuages. Vous avez les eaux de surface, n'est-ce pas, constituées par les cours d'eau et les plans d'eau. Vous avez les eaux souterraines, mais il reste un dernier réservoir qu'on appelle les glaciers, dont on parle très peu. Donc ces glaciers-là, aujourd'hui, représentent 69% du volume mondial total d'eau douce, d'où leur importance pour la survie de l'humanité. Les glaciers, aujourd'hui, pour nous, sont des marqueurs sensibles du réchauffement climatique. C'est-à-dire que quand ils fondent, on sait que, attention, la Terre est en train de chauffer et il faut faire quelque chose dans ce sens. Les glaciers, au niveau des glaciers, vous avez des écosystèmes particuliers où vous avez des espèces en voie de disparition, telles que les ours polaires, tels que les phoques par exemple, qu'on ne voit que dans ces environnements. Les glaciers apportent beaucoup de devises dans le tourisme parce que des gens sont curieux d'aller voir ce que c'est qu'un glacier et des touristes se déplacent, voyagent beaucoup pour pouvoir aller à la rencontre, n'est-ce pas, de ces glaciers. Donc les glaciers interviennent dans beaucoup de compartiments, sont utiles pour l'écologie, sont utiles pour l'économie et sont utiles pour le social. D'accord, on va revenir sur le thème donc, de cette célébration. Pourquoi le choix donc, de ce thème, la préservation des glaciers, et que peut-on comprendre à travers justement ce thème? Alors, vous savez, le thème préservons les glaciers est un thème très capital pour nous. Parce que plus de la moitié de la population de la Terre vit aux dépens de ces eaux douces qui proviennent des glaciers. C'est un élément important du cycle de l'eau. Parce que pendant l'été, les glaciers sont là, sont solides à cause de la température pendant l'hiver, les glaciers sont là, sont solides à cause de la basse température. Mais pendant l'été, ces glaciers fondent et vont nourrir les nappes phréatiques, vont apporter de l'eau au niveau des rivières, vont apporter de l'eau au niveau des lacs. Est-ce que vous voyez? Donc, il est important de savoir que ces glaciers sont d'une importance nécessaire, capitale pour la survie de l'humanité. Et on en parle très peu. Et c'est cela qui a amené l'Organisation des Nations Unies à décréter désormais le 21 mars de chaque année comme journée mondiale des glaciers. Et nous sommes à la première édition de cette journée qui a eu lieu tout récemment, et vous venez de le dire. D'accord. Et comment les populations peuvent-elles contribuer à la préservation des glaciers? Alors, vous savez, les populations ont un grand rôle à jouer dans la préservation des glaciers. Le premier rôle, c'est qu'elles doivent aider à freiner le réchauffement climatique. Vous savez, l'ennemi numéro 1 de la glace, c'est la chaleur. Donc, aujourd'hui, il faudrait que nous luttions contre les émissions des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre, n'est-ce pas, c'est eux qui augmentent la température de la Terre. Et quand la température de la Terre augmente, cela agit sur les glaciers qui fondent. Donc, à travers nos comportements, n'importe où nous sommes sur la Terre, nous devons encourager des actions qui vont
à l'encontre de cette élévation de la température de la Terre. En quoi faisant, vous allez me dire? Je suppose par exemple l'usage des énergies. Les énergies fossiles émettent des gaz à effet de serre qui sont nuisibles à notre environnement. Et aujourd'hui, nous prônons les énergies renouvelables, à savoir l'énergie solaire, l'énergie éolienne et même l'énergie des houles. On parle de holomotricité, d'accord? Donc c'est une source d'énergie aussi. Alors, les populations doivent adopter des comportements qui vont pouvoir, n'est-ce pas, aller à l'encontre de ce que je viens de dire, à savoir toute élévation de température. Et ce faisant, nous allons conserver les glaciers et sur plusieurs années, ces glaciers vont rester et ne plus perturber le cycle hydrologique et même quelquefois les cycles écologiques. Alors, quel est l'état des glaciers aujourd'hui? Alors, l'état des glaciers aujourd'hui est alarmant. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce que je dis. Aujourd'hui, le plus grand glacier du monde s'appelle Lambert. Il est au niveau de l'Antarctique et il mesure 400 km de long sur 100 km de large. Ce glacier est menacé aujourd'hui parce qu'il est en train de fondre et de façon drastique. Quand nous prenons le mont Kilimandjaro, c'est en Tanzanie. Et on nous a appris en histoire et tout, ou bien en géographie, que c'est le sommet de l'Afrique, le Kilimandjaro. Il cumule à une altitude de 5895 mètres, le Kilimandjaro. Il était recouvert entièrement de glace dans les années 1900. Aujourd'hui, il a perdu 90% de sa superficie, de sa glace. Avant, les gens mettaient près de 6 à 7 jours avant d'aller sur le sommet, au sommet de ce Kilimandjaro. Mais aujourd'hui, en 72 heures, les touristes sont au sommet, n'est-ce pas, du Kilimandjaro. C'est la preuve qu'il y a danger. C'est la preuve que ces glaciers sont en train de fondre. Et quand ils vont finir de fondre, la vie sera très difficile parce que les eaux douces de ces glaciers sont nécessaires pour la survie de l'humanité. Et comment arrive-t-on justement à se rendre compte que les glaciers sont en train de changer? Alors, vous savez, il y a un service mondial de suivi des glaciers qui alerte, qui donne des informations sur ça. Et dans le monde, il y a des chercheurs qu'on appelle des glaciologues qui, n'est-ce pas, étudient la mécanique de la glace, la chimie de la glace, et de jour en jour, ils nous informent sur le fait que, attention, à l'allure où vont les choses, ces glaciers sont en train de disparaître. Ils sont allés jusqu'à démontrer que si la Terre continue de chauffer, à l'horizon 2100, les montagnes de l'Himalaya en Asie vont disparaître complètement. Donc, vous voyez, c'est des projections, c'est des simulations qui amènent à ces effets-là. Mais le problème réel, c'est quoi? Lorsqu'il y a la fonte de ces glaciers, cela amène à l'augmentation du niveau de la mer. Et quand il y a augmentation du niveau de la mer, les îles qui sont dans la mer, les îles qui sont dans les océans vont disparaître. Et il n'y a pas que les îles, hein, il y a même les villes côtières. Cotonou, Lomé, etc., sont exposés à cette augmentation, n'est-ce pas, du niveau de la mer. D'où la nécessité, l'importance de sauvegarder, de protéger les glaciers et d'arrêter les fontes. D'accord. 21 mars, journée mondiale des glaciers, 22 mars, journée mondiale de l'eau. Quels sont les messages clés qu'on peut retenir avec ces deux journées? Alors, ces deux journées, comme vous l'avez constaté, vont dans le même sens. C'est-à-dire communiquer autour de l'importance qui est l'eau douce. Vous savez, on dit la Terre, c'est la planète bleue. Elle est appelée planète bleue parce que, vu du ciel, 70% de sa superficie est constituée d'eau. Mais attention, ce n'est pas toute cette eau qui est utile à l'homme. De ces 70%, vous n'avez que environ 3% qui représentent de l'eau douce, répartie au niveau
du sous-sol, qu'on parle des eaux souterraines, au niveau des eaux de surface, au niveau de l'atmosphère et au niveau des glaciers. Donc, il faudrait qu'on puisse, n'est-ce pas, travailler à préserver cette ressource qui est l'eau douce et qui est importante pour l'industrie, pour l'agriculture, pour l'élevage et pour la consommation humaine. Les journées de 22 mars nous amènent aussi à faire le point sur la mise en œuvre de l'objectif du développement durable numéro 6, à savoir l'accès de tous à l'eau potable à l'horizon 2030. Donc, vous voyez, l'un mis dans l'autre, c'est des effets qui se complètent et qui amènent à attirer notre attention sur le fait que sans eau, pas de vie. Vous savez très bien que notre organisme est constitué pour 50% de l'eau. Et nous ne pouvons rien faire sur la Terre sans, n'est-ce pas, faire usage de l'eau. Nous sommes en 2025, c'est l'année internationale de la préservation des glaciers et également journée mondiale donc des glaciers, on le dit. Quel est l'objectif visé par les Nations Unies à travers cette initiative? Alors, à travers cette initiative, l'objectif visé par les Nations Unies, c'est d'attirer notre attention sur le fait qu'il y a un réservoir très important d'eau douce, qu'on appelle les glaciers, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de banaliser. C'est d'attirer l'attention sur le fait que si nous laissons les glaciers fondre à l'allure où cela se passe aujourd'hui, les rayons solaires vont arriver directement sur la Terre et vont réchauffer la Terre. Il fera extrêmement chaud. Et cette élévation de la température de la Terre a des effets néfastes sur le cycle, n'est-ce pas, hydrologique, a des effets néfastes sur le cycle écologique, a des effets néfastes de façon générale sur l'environnement. Donc, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on travaille à comprendre cela, à amener les décideurs, à amener les dirigeants à prendre des actions, à entreprendre des actions allant, n'est-ce pas, dans le sens de la préservation de cette ressource qui est l'eau douce. Quelles sont justement les mesures prises en matière d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques? Alors, les mesures varient. Mais il faut dire que aujourd'hui, ces mesures ne seront pas les mêmes dans les mêmes pays, comme je dis. Mais en réalité, je vais vous donner un exemple. Tous les matins, vous allez voir entre Calavik-Bota et l'échangeur de Godomain des longs rangs de véhicules. Amusez-vous à faire le constat, à savoir que si vous avez 100 voitures alignées sur 1 kilomètre par exemple, vous allez compter 100 personnes. Or, ces 100 personnes peuvent rentrer et rester dans 2 bus. Aujourd'hui, on prône la notion de covoiturage. Il faut qu'on nous amène à savoir que, en quittant un point A pour un point B, nous n'avons plus intérêt à chacun prendre sa voiture pour y aller. Nous émettons du gaz carbonique. Et c'est ce gaz carbonique qui est nuisible à l'environnement. C'est ce gaz carbonique qui participe, n'est-ce pas, au réchauffement climatique. Comment faire pour que le covoiturage soit, n'est-ce pas, une réalité? Il y a des pays où c'est à vélo que les gens se déplacent. Le recteur de l'université vient à l'université à vélo. Le ministre, il va au service à vélo. Bon, nous, on ne peut pas faire ça ici. Mais quand même, on peut trouver des formules pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Ce faisant, nous allons contribuer, n'est-ce pas, à diminuer la température de la Terre et à conserver les glaciers. D'accord. Alors, comme chaque année depuis 10 ans, l'Institut national de l'eau basé à l'université d'Abomey-Calavi célèbre donc la journée mondiale de l'eau. Sans doute cette semaine ou cette édition, donc le rendez-vous a été pris. Les manifestations se sont déroulées mercredi dernier sur le campus. Qu'est-ce qui a été fait? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, depuis environ 10 ans, chaque année, les étudiants de l'Institut national de l'eau, comme vous le voyez à l'écran, ont pris l'habitude de célébrer la journée mondiale de l'eau. Oui. Et c'est une activité qui les préoccupe beaucoup parce que pour nous, c'est un projet. Ils partent de 0 francs et ils réalisent de belles œuvres.
Alors, cette année, la cérémonie a eu lieu, comme je l'ai dit, et les étudiants ont bénéficié à des communications. Il y a eu des communications, des conférences sur le thème de la Journée mondiale de l'eau, à savoir la préservation des glaciers, leur importance pour la survie, pour l'équilibre, n'est-ce pas, environnemental. Et aussi, il y a eu des panels qui ont porté sur les mesures à prendre pour pouvoir, n'est-ce pas, juguler les effets pervers des changements climatiques. Les étudiants ont assisté à l'événement et c'est l'occasion pour remercier une structure qui les a accompagnés, c'est l'UNICEF, qui les a aidés à réussir l'activité cette année. Des innovations sans doute pour cette édition. Alors, cette édition, oui, une innovation parce que ils ont quitté les 4 murs, ils sont allés à Vlekete pour aller faire une activité de terrain et là-bas, ils ont découvert des choses, ils ont appris des choses et ils ont découvert un autre environnement autre que les 4 murs de l'université. D'accord. Mot de fin, docteur, pour finir. Alors, merci, monsieur Idrissou. Pour finir, je voudrais remercier Canal 3 qui, à travers le volet social, nous permet, n'est-ce pas, de venir parler de l'eau. De l'eau qui est cette ressource indispensable sans laquelle la vie n'est pas possible sur la terre. Je voudrais finir aussi, si vous me permettez, pour finir en partageant avec les téléspectateurs une belle phrase que j'ai eue du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui dit « L'eau nous unit, toutes et tous, de plus, elle est au centre de nombreux défis mondiaux. Qui dit eau, dit santé, assainissement, hygiène et prévention des maladies, dit paix, dit développement durable, lutte contre la pauvreté, soutien au système alimentaire et création d'emplois et de prospérité. » Fin de citation. D'accord. Merci à vous, Dr Flavien Edia Dovono, chef du département hydrologie et gestion des ressources en eau de l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey Calavi, maître de conférence des universités du CAMES. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau chaque année donc, pour parler donc, de cette célébration. En tout cas, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent observer une pause de quelques minutes pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Action Mokani. Bon, et juste après, c'est Claude Alofa qui va s'installer pour le décryptage de l'actualité nationale. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. On va l'installer avec la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. La Nation rapportait que la Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 33 millions de dollars, soit 19,98 milliards de francs CFA, en faveur du Bénin dans le cadre du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Ce soutien financier issu de l'Association internationale de développement vise à anticiper la propagation des conflits au nord du Bénin, renforcer la résilience des communautés locales et améliorer les opportunités économiques des populations vulnérables. À en croire le matinal, l'objectif de ce financement est aussi de réduire la vulnérabilité face aux impacts du changement climatique et de renforcer la gouvernance locale tout en stimulant les opportunités économiques et la confiance des populations. Ce financement accordé par l'IDA intervient dans un contexte de crise humanitaire lié à l'exode forcé des populations fuyant les conflits dans les pays voisins. Et puis, la Nation écrivait jeudi que l'Union européenne continue d'appuyer le Bénin dans sa marche vers un développement durable et inclusif. À travers des financements stratégiques, elle soutient la modernisation des infrastructures et le renforcement de la gouvernance tout en militant pour l'égalité des genres qui est au cœur de ses priorités. La signature de 2 nouvelles conventions le 18 mars à Cotonou illustre d'une fois de plus ce partenariat solide et engagé.
Le gouvernement du Bénin et l'Union européenne ont conclu ces 2 conventions de financement pour le renforcement de la compétitivité du port autonome de Cotonou et la promotion du leadership des femmes et des filles au Bénin. Ces financements d'un montant total de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, sont accordés sous forme de dons et s'inscrivent dans la stratégie Global Gateway et le programme d'action du gouvernement 2021-2026. En matière de transport routier, relayait le potentiel, le Bénin franchit une nouvelle étape dans la modernisation du transport de marchandises. Une plateforme numérique baptisée Système de gestion du fret routier du Bénin a été mise en place pour simplifier la gestion du fret. Fraternité d'estimer que cette initiative marque une avance majeure dans la gestion du fret routier en garantissant une meilleure traçabilité et sécurité des marchandises transportées. La lettre de voiture électronique est conçue pour fournir des informations précises sur la nature des marchandises, leur origine et leur destination. Ce dispositif permettra de réduire considérablement les risques de perte ou de vol, tout en simplifiant la gestion des livraisons. Transporteurs, expéditeurs et destinataires bénéficieront ainsi d'un suivi en temps réel du trajet des marchandises, renforçant ainsi la confiance entre toutes les parties prenantes. La Nation informait mercredi qu'à la douane béninoise, chaque fret dédouané, chaque contrôle minutieux et chaque lutte contre la fraude constituent des opérations permettent de renflouer les caisses de l'État et de participer ainsi au développement du pays. Porté par une dynamique réformatrice et une stratégie rigoureuse, l'institution douanière a réalisé en 2024 une performance appréciable, dépassant ses prévisions et consolidant son rôle dans la mobilisation des ressources financières. Ainsi, elle a enregistré au titre de l'année 2024 des performances remarquables atteignant 102,8% des objectifs fixés et enregistrant une hausse de 14,91% des recettes par rapport à l'année précédente. Campagne agricole 2025-2026, renseignait le matinal, un nouveau barrage sera bientôt construit à Lifo dans le département des Collines. C'est l'une des décisions phares issues du conclave gouvernemental du mercredi 19 mars 2025 qui a également décidé du lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026 le 11 avril 2025 à Dassa-Zoumé. Dans l'une de ses parutions de la semaine, Libération informait qu'un hommage est rendu aux soldats tombés au front. L'état-major des forces armées béninoises a initié une série de cérémonies de cultes universels à leur intention. Le premier à Kandi et le deuxième au 6e bataillon à Natitengu. Fraternité. Après une suspension le 13 mars dernier, le procès sur l'affaire Pierre Urbain d'Annivo, cadre de l'administration des finances disparu en août 2010, a repris le mercredi 19 mars avec des échanges tendus et des déclarations contradictoires. Dès le début de l'audience, le président de séance a rappelé les faits traités précédemment et a évoqué les mesures d'instruction complémentaires mises en place. Le colonel Firmin Boko, ancien président de la commission d'enquête sur la disparition de Danhivo, a été appelé à la barre pour témoigner. Celui-ci a détaillé le travail de la commission, expliquant qu'elle avait enquêté en 2 phases. Une phase préliminaire centrée sur l'environnement de Danhivo et une seconde après la découverte d'un téléphone appartenant à la victime. Le matinal ajoutait que pour la famille d'Annivo, ce procès reste une épreuve difficile à traverser. Entre douleur et incertitude, la quête de vérité demeure leur seul objectif afin de comprendre ce qui est réellement arrivé à Pierre Urbain d'Annivo. Pour le billetiste de Fraternité, notre histoire politique au fil des ans se nourrit d'affaires sordides, de crimes inavouables et de meurtres non élucidés. Curieusement, c'est à l'ère du renouveau démocratique que des personnalités disparaissent ou sont tuées sans que l'on sache à qui demander des comptes. L'esprit criminel qui agit dans les hautes sphères de la République, entre autres,
a fait disparaître le sous-préfet Pamphile Khessou pendant que Nicéphore Sogolo était au pouvoir. Il a eu raison de Pierre Urbain Danivo et de Bernadette Soudi Agbossou sous le magistère de Boniaï. Au nom de la raison d'État, ces affaires resteront peut-être à jamais classées secret défense. La paix sociale parfois s'obtient au prix de curieuses compromissions négociées entre initiés dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans le domaine sportif, le pays émergent pointait que dans une récente interview accordée au quotidien français Jeune Afrique, le président de la République, Patrice Talon, pense faire de la pétanque son meilleur sport après la fin de son mandat en 2026. Un choix salué et apprécié par le président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, qui dit être heureux de pratiquer la même discipline tant aimée par le chef de l'État. Une annonce qui démontre qu'il est un passionné du sport, en l'occurrence de la pétanque. Ce sera un plaisir et un honneur pour moi de jouer avec lui, a-t-il laissé entendre, avant de lui souhaiter une fin de mandat heureuse. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Asyongmo Kani à Asyongmo que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Mais en attendant, il est déjà installé. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, cher directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être avec nous. On va commencer avec cette situation déplorable à Bouka, à Kalalé, un affrontement qui s'est soldé par 2 morts, un civil et un policier. À l'origine, une opération de la police républicaine pour faire respecter l'interdiction de la sortie des produits tropicaux du territoire national. Quelle est votre opinion sur ce drame, Claude? Je vais commencer par dire que c'est toujours dramatique, c'est toujours déplorable quand nous avons des morts, quand on constate qu'il y a eu des morts, parce que ceux qui sont morts, ils ne pourront plus parler avec nous, ils ne pourront plus suivre ce que nous disons ici. Mais c'est toujours bon d'en parler pour ceux qui sont toujours là et qui sont vivants. Dans tous les cas de figure, il est important de savoir que les forces de l'ordre ont pour rôle de mettre de l'ordre. Il peut y avoir à leur niveau des exagérations. Oui, c'est des choses qui arrivent et c'est déjà arrivé de par le passé. Mais ce qu'on souhaite, c'est que ces exagérations ne conduisent pas à des morts comme à des victimes, surtout pas des morts. On peut avoir autre chose. Si c'était des arrestations non réglementaires, ce ne serait pas pour on libérerait justement les gens. Mais quand il y a des décès, c'est difficile. De l'autre côté également, c'est bon que les populations que nous sommes, nous, sachions que dans l'activité, dans le travail que fait l'autre, il peut y avoir des erreurs. Mais nous ne sommes pas appelés à nous rendre justice. Voyez-vous, dans cette situation, la police certainement justifie qu'il était question juste de mettre de l'ordre. La police peut continuer la justification et dire il y a eu peut-être des mouvements incontrôlés, c'est pour cela que nous avons dû faire telle chose. Mais il sera difficile d'expliquer que parce que la police a tué, nous aussi on a tué. Voyez-vous, donc au bout du rouleau, ce serait toujours des populations qui se retrouveraient derrière les barreaux. Donc, nous éduquons les uns les autres à améliorer un peu nos comportements quand on est en face des forces de l'ordre pour ce qui est des populations. Et maintenant, pour ce qui est des forces de l'ordre, à savoir que les populations sont généralement en civil, jusqu'à ce qu'on trouve une arme peut-être qui serait pointé, ce serait mieux de ne pas tirer, de ne pas tuer. Et Claude, lorsque un policier fait des tirs de sommation qui finissent par tuer quelqu'un, cela pose un problème de professionnalisme, non? Évidemment, de plus en plus, cela se pose comme problème. Le professionnalisme, ce n'est pas seulement que chez nous, cela se réclame dans la presse, mais ailleurs également, on doit savoir qu'on a besoin d'être un peu plus professionnel. Et puis, peut-être, il faut savoir quel type
quelle catégorie d'agents envoyer dans certaines situations, surtout quand il est question d'aller rencontrer la population. Il faut que ce soit forcément des policiers d'un certain niveau, d'une certaine expérience, parce qu'il s'agit de civils, il s'agit de personnes avec qui il faut discuter, pas de personnes qu'on va pour tuer. Oui, problème de professionnalisme, cela s'est déjà passé, nous l'avons toujours déploré. Je crois que de plus en plus, la police doit réclamer des moyens pour mieux former les agents, qu'on prenne l'argent public pour les former et mieux les former, parce qu'ils ne sont pas là pour tuer, ils sont là pour mettre de l'ordre. D'accord. Et puis de plus en plus, cette décision du gouvernement, faut-il le rappeler, a alimenté, cette décision qui visait à alimenter certaines unités de production à la GDIZ, crée beaucoup donc, de dommages. Est-ce que cela vaut la peine? Oui, cela vaut la peine, parce que nous voulons une industrie qui puisse grandir, qui puisse nous permettre d'avoir une économie bien florissante. Et pour cela, nous avons besoin d'utiliser tout au moins ce qui est disponible sur le terrain. De même que les structures telles que la GDIZ utilisent une main-d'œuvre locale, de la même manière, elle a besoin des intrants du terrain. L'État a l'obligation d'aider les structures locales à pouvoir utiliser ces intrants. Ce n'est pas d'ici que cela vient, c'est ainsi partout. Vous n'allez pas voir les industries chinoises ou américaines être dans le besoin d'intrants et que ces intrants se retrouvent en Europe ou ailleurs. Maintenant, là-dedans, il faut aider aussi les producteurs à pouvoir... Justement, pourquoi au lieu de traquer les producteurs comme on va dire des trafiquants de drogue, pourquoi ne pas proposer des prix compétitifs donc qui vont les obliger à vendre leurs produits sur place? Ce sont des Béninois quand même qui vivent de leurs activités agricoles, non? Oui, ce serait la meilleure proposition à faire, seulement que les produits de chez nous, de nos industries ne sont peut-être pas encore aussi compétitifs pour pouvoir être payés plus cher. Parce que si nous demandons donc à l'État ou à ces industries de payer au même prix que les structures étrangères, cela voudra dire que dès qu'il y aura de la production locale au niveau de ces industries, qu'elles doivent les vendre aussi à un prix, au même prix que les structures étrangères. Ce n'est pas évident. Nous voulons avoir des prix compétitifs pour les produits de ces industries-là sur le plan local, parce que je ne voudrais pas quand même acheter un t-shirt fabriqué à la GDIZ à 5 000 francs. Parce que c'est de chez moi, j'aurais voulu que ce soit moins cher. Mais de la même manière, il est important que... Si le producteur local vend, on va dire, son produit à un prix, on va pas dérisoire, oui, à un prix qui n'est pas compétitif, les produits qui sortent de ces unités de production ne sont pas des produits à prix bas, non, Claude? Bon, nous ne pouvons pas le dire tout de suite, oui, mais je crois que ce serait toujours mieux. C'est peut-être l'apport. Je ne suis pas en train de dire que les populations vont produire, travailler et ne pas gagner. Non, je crois que l'État lui-même ne fonctionne pas dans cette logique-là. Si le produit peut être vendu à 5 000 francs, l'État ne voudrait pas qu'on le vende ici à 2 000 francs pour appauvrir les populations. Cette traque ne va-t-elle pas provoquer la chute de la production ces produits tropicaux? Nous n'avons pas intérêt à ce que cela soit ainsi. Nous devons travailler plutôt et nous éduquer les uns les autres, à savoir que nous avons des besoins à satisfaire sur le plan local. Et tant que ces besoins ne sont pas satisfaits, nous ne pouvons pas être dépendants sur le plan local et être là pour satisfaire les besoins de l'extérieur. Il faut d'abord que nous puissions, on l'a toujours enseigné, la production, c'est d'abord sur le plan local. Nous produisons aussi. Qu'on n'exige pas quelque chose des autres et qu'on ne veuille pas le faire. Dans la presse, nous ne produisons pas pour l'étranger. Nous produisons d'abord pour le Bénin. Et de la même manière, ceux qui produisent sur le plan agricole doivent savoir que c'est d'abord pour les Béninois. Et c'est quand les Béninois sont satisfaits que cela va aller. Malheureusement, c'est une réalité. Oui. Et on paiera les produits avec les salaires béninois, ce que nous gagnons au Bénin. Et donc, c'est vrai, ils voudraient avoir plus d'argent. C'est intéressant, quand cela va au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ça va leur rapporter beaucoup plus. Mais ce sont les terres béninoises qu'ils utilisent pour produire. Et donc, d'une certaine manière, on va faire des analyses dans ce sens-là.
se comprendre les uns les autres et puis bon, s'aider à avancer. D'accord, on va parler politique avec vous, surtout avec ce rendez-vous fatidique donc de 2026 pour les premières élections générales au Bénin. Tout comme les autres formations politiques, FCBE se prépare. Vous avez sans doute suivi son secrétaire exécutif national, Paul Ompoué, qui a donné quelques indices donc de comment le parti se prépare. L'avez-vous suivi Oui, tout à fait. Et avec, comme tous les autres, hein, on les suit avec plaisir, mais avec surprise parfois. Hein, quand certaines informations sortent, on se dit, bon, finalement, qui trompait qui au bout du rouleau. Si c'est possible que l'opposition, ou du moins les partis qui se disent partis d'opposition, aillent négocier leur parrainage au niveau des partis de la mouvance présidentielle, ça veut dire que de plus en plus le peuple est flouté d'une certaine manière. Le peuple est trompé parce que si vous vous présentez comme parti d'opposition et que pour cela vous demandez que le peuple vous élise, si le peuple vous accorde le choix, vous devez quand même savoir que vous devez respecter. Maintenant, le choix, la volonté de négocier de l'autre côté aussi, je ne suis pas... Comment ça va se faire? C'est-à-dire que Paul Ompoué va voir, on va dire, Djogbenou pour dire donnez-moi quelques parrainages, voire ABT, Ablaïbi Ochani, donnez-moi quelques parrainages pour compétir en 2026. Comment ça va se passer? C'est vrai que FCBE doit avoir 6 ou 7 maires. Ce n'est pas suffisant. Ils n'ont pas de députés, contrairement donc, aux démocrates. Donc il faut forcément négocier quand on veut compétir. Évidemment. Et là-dessus, les négociations de l'autre côté, c'est pour cela que cela me faisait sourire. J'ai dit que nous étions surpris. Parce que ce serait aussi dommageable des deux côtés que la mouvance offre ces parrainages-là à un parti d'opposition. Ouais, ça va faire voir la politique autrement. Pour moi, je ne suis pas très sûr que la FCBE obtienne donc de tels parrainages. Sauf si, après cette déclaration, le parti nous disait que désormais, ils vont soutenir les actions du chef de l'État pour le temps qui reste. En contrepartie donc de ces voix. Parce qu'il faudra forcément de la contrepartie. Et là, nous saurons que ce n'est plus un parti d'opposition, devenu un parti de la mouvance présidentielle. Mais même dans ce cas, la surprise reste vraiment importante. Pour ce parti, l'audit du fichier électoral, donc réclamé et obtenu par le cas de concertation des partis de l'opposition, c'est un gâchis selon c'est ce que le secrétaire, le premier responsable de ce parti a déclaré. Nous, on avait discuté, on en avait parlé ici, par rapport donc à leur position face donc à cette proposition de la démocrate. Mais ils auraient pu être plus clairs en ce moment. Parce que, voyez-vous, le gâchis, ce n'est pas finalement le chef de l'État qui a poussé, ni les démocrates. Ce sont eux qui sont restés en cachette et n'ont rien dit de sérieux. Les FCBE auraient pu dire clairement, nous ne sommes pas d'accord que quelle est la position finalement? Est-ce que c'est du côté des opposants ou de la mouvance ou des centristes? Moi, je ne souhaite même pas aller sur ce terrain contre eux. Je veux juste dire que les FCBE nous ont fait perdre de l'argent. Parce qu'ils auraient pu dire clairement, nous ne sommes pas pour cela. Peut-être que ça aurait changé un peu quelque chose au niveau du chef de l'État qui verrait clairement. Mais ils sont restés tous à tituber jusqu'à ce que on débloque l'argent, un peu comme si bon, on va pas mettre du sable dans leur affaire, ils n'ont qu'à trouver leur argent et après ça même nous allons montrer notre position. Je crois que les FCBE ont trompé le peuple. Et puis pour les législatives, le parti compte avoir les 30% sur le territoire national dans chacune donc des circonscriptions. C'est ce qu'ils ont déclaré, c'est ce que le responsable du parti a déclaré. Alors, est-ce que c'est le parti seul? Est-ce qu'ils veulent vraiment l'obtenir en tant que FCBE? Justement, en tant que FCBE. Bon, nous leur souhaitons beaucoup de chance au niveau, donc nous ne sommes pas là pour leur demander d'échouer. Peut-être qu'ils ont des stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour y arriver. Mais depuis cette déclaration, les actes qui sont posés ne sont pas des actes à faire espérer grand-chose. Parce que, voyez-vous, depuis cette déclaration, on n'a quand même pas constaté, on doute maintenant de leur position, on ne sait plus là où ils sont.
Exactement. Est-ce que, parce que quand il avait déclaré, on se disait, puisqu'ils sont un parti sorti du pouvoir et qui est resté en vie jusqu'à maintenant, cela peut être une chance. Mais un parti qui, à 15 mois des élections générales, commence pas à faire douter de sa position, là, je ne suis pas sûr que ces positions-là puissent aider. Bon, mais nous ne sommes pas des électeurs, nous ne sommes que des analystes. D'accord, on va parler de l'affaire d'Aïvo, donc dont le procès a démarré depuis la semaine dernière. Nous en sommes à 4 épisodes, hein, donc je crois. Nous espérons 4 audiences déjà. 4 audiences déjà. Nous espérons que cela aille à la fin, que ce soit vraiment la fin, qu'on en finisse véritablement. Sinon, ce serait comme si on remuait juste le couteau dans la plaie pour certains. Un peu comme l'affaire ICC Service. Juste on ramène et puis bon, après on n'a pas la fin. Si cela pourrait vraiment être la fin, ce serait bien. Mais il faut dire une chose, et c'est peut-être une leçon pour chacun de nous, c'est toujours mieux d'avoir confiance en la justice dès le départ. Cette affaire a été politisée dès le départ par les premiers soutiens du feu d'Aïvo, qui étaient les syndicalistes, et qui ont préféré plutôt en faire une affaire politique très tôt. Justement, c'était ça le danger. Quand on a découvert le corps à Ouamé, ce sont les syndicalistes qui ont dit que ce n'est pas le corps de leurs collègues. Ensuite, les politiciens s'en sont mêlés. Il y a eu donc des marches de protestation pour fragiliser donc le régime de Bouniaï. Aujourd'hui, les experts confirment que c'est le corps de Daïvo et Silence Radio. Personne ne... Évidemment. Même la famille de Daïvo avait protesté contre cela. Et là maintenant, voyez-vous, c'est dangereux. Parce que finalement, on va commencer par se demander, les syndicalistes voulaient quoi à l'époque? Pourquoi ils ont joué de cette manière-là? Parce que la justice se retrouve en difficulté d'une certaine manière. On ne lui a pas confié le dossier très tôt. On en a fait d'abord une affaire politique. Et désormais, vous allez constater que tout le monde se plaindra et dira que c'est un dossier politique. Oui, parce que dès le départ, c'était politique. On l'a politisé et on a voulu mener maintenant la justice à rendre le dossier propre. C'est difficile. Je me plains vraiment pour la famille, les enfants. Et je leur dis simplement que Dieu vous soutienne, parce que là-dedans, on s'amuse un peu avec... près de 15 ans de détention provisoire. La machine judiciaire béninoise est-elle aussi lourde, Claude? Oui, la justice généralement prend beaucoup de temps. La machine judiciaire béninoise n'en est pas très différente, parce que généralement, quand vous arrivez à questionner, les juges vous disent il faut de l'instruction. Il faut avoir donc les informations. Et pour cela, ça a besoin du temps. Parfois, nous avons vu des dossiers, même ailleurs, sous d'autres cieux, les grandes démocraties, des dossiers qui ont fait 30 ans. Mais oui, que la justice prenne du temps, on ne peut pas se plaindre de cela. On aurait souhaité que cela se fasse plus tôt. Mais quand ça va à la justice, et quand ça va de cette manière à la justice, comprenez que vraiment cela, c'est décevant. Nos prières sont que, et le travail, je crois, aussi du gouvernement et des structures internationales, c'est de nous aider à avoir une justice qui dispose des moyens de pouvoir donc délibérer très vite sur des dossiers. Et les conclusions de la commission d'enquête sont contestées. Les accusés qui relèvent donc des contre-vérités, donc dans ce qui a été exposé, ça va être compliqué de pouvoir s'en sortir. Nous comptons toujours sur la justice. Les juges, c'est leur travail et ils vont donc essayer de trouver une issue. Mais au bout du rouleau, que la vérité soit ce qui s'est passé. C'est notre souhait. Et puis, à l'annonce de l'ouverture du procès, il y a cette question donc, qui revient régulièrement. Pourquoi maintenant? Pourquoi à quelques mois des élections faut-il attendre donc cette période pour ouvrir ce procès? Nous le disions dès le départ, dès que l'affaire était politisée, on se prendra à tout bout de champ. Vous demandez donc aux autres, ils vous diront pourquoi pas maintenant aussi. Oui, c'est maintenant que c'est possible pour nous de le faire, c'est maintenant que nous avons eu les informations. Et donc, l'erreur à éviter, même lorsque nous avons des parents haut placés, que nous nous retrouvons dans une telle situation, même si nous les informons, il faut souvent leur dire, nous voulons que la justice fasse le travail. Parce que quand les hommes politiques s'en mêlent, vous ne vous en sortez plus. Vos plaintes deviennent des plaintes inutiles. Alors,
Pourquoi avoir attendu 15 mois des élections? Je ne saurais le dire ici. Pourquoi n'avoir pas fait plus tôt? Et pourquoi est-ce que avoir commencé en ce moment-là, dès le départ, à faire des réclamations publiques et politiques, tout cela, vraiment, c'est dommageable. C'est dommageable. D'accord, Claude. Est-ce qu'il y a des leçons tirées vraiment de cette affaire depuis 2010? La vérité, la leçon pour moi, c'est qu'il faut servir l'État en sachant que nous servons l'État et pour la patrie. C'est la première leçon que je tire. La deuxième leçon, c'est que chacun de nous doit veiller à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation. Vous avez eu 15 ans de détention et jusqu'à présent, rien du tout. Pour le moment, jusqu'à présent, rien du tout. Chacun de nous doit éviter donc de se retrouver dans des situations pareilles. Pour la justice béninoise, je pense que la leçon, c'est que nous laissions la justice faire le travail à tout moment, que ce soit d'abord la justice. D'abord la justice, toujours la justice, et en dernier ressort, la justice. Parce qu'on n'aura pas de solution avec, en politisant un dossier, on ne pourra pas s'en sortir avec cela. C'est ce que moi je peux tirer comme leçon. Sinon, à part cela, on a fait perdre du temps à beaucoup de personnes, à des enfants. Et toutes les fois, on rouvre le dossier. Il y a des personnes qui se disent, bientôt nous aurons la vérité. Et après, elles sont déçues. Je pense que nous devons faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Oui. D'accord. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Tout à fait, c'est toujours un plaisir. Sur ce plateau. Oui, tout à fait. D'accord, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent le clip hommage à Willy Millon qui va installer notre artiste de la semaine. Respecter ceux qui ont fait de la musique béninoise, ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas tout fait et j'ai participé à quelque chose. Vous avez pensé au fond des millions, au sortant des arrangements. Qu'est-ce qui est là depuis Joloma uto emi jo dasi hodo, Joloma uto emi jo avi hodo, hodo. Joloma uto emi jo dasi hodo, Joloma uto emi jo dasi hodo, hodo. Akuno bedo to edo, tito meton no emi na bio, Willy ni serwe. Willy ni serwe. Me vive mi ton lewe abada kwe Jesu, no ho isi misi. Willy mi o makakodo kwe dene. Satiwe noti u macaroni ndo papa na koso onye masona mo wede a ete esiendi nye masona mo wede a esiendi fiton la poro pevisi tono wa nundida e voda tinde dio e no vodesa ndo Willy Millon Sani se weru pera bime Okuhenwe ano ume vivenu me Abana kuhenwe ano ume vivenu me Maito me boa otadi asombo wawe Maito me boa lodi wa jenu bigwa Sawe kudo kese mebi weda luweme Towe sa do vile la luweme Daro robo kan le la lueme ba Willy Guena Ndakurie ma omere artista hotoma konvo abala kwe Yesu mono omere Inoro ahi unozo Inoro ganji chobo okuro abura bajoro me Eida ngoma ukie Dikwa achovi ulo Odamina ko odoju alao bó ṣe jẹ́ nìyẹn tí kò fún mi Willy lọ ayé lọ́jà ọ̀hún ní ká mi wá ẹ jẹ́ ká gbàyé ṣe rere. ó dàrí iná kó ó dojú wa láò ntàjẹ́ lọ́hùn ni kò bá wọn jẹ Willy má ṣe jẹ́ kó.
Carmen. Artiste miton Willy Mignon, nous du roi sous coup et pédier sort au mimé. Un caca jet un codi à main. Mais ma fait toi les gens non faux nous gommons. À clou l'univers soit d'autres d'agrément. On fait nos jet à et non doit l'issati. Arrangeur cabo il nous faisait danser avec ses belles mélodies. Ma y bagne des sobois et d'obo ichi bukina. Jobo akuna non les deux noirs ramène le oui. Bazanga kudomino keze Avia mamba okuvanga wa wili miyo Mama sana mo wekerea Ebala u Ahilu mdosa Ahilu ahetete Ahilu mdosa Ahea ahetete Ahilu nuku jesu Un bel hommage rendu à Willy Mignon, le concepteur de Noudjio, décédé le 4 février dernier au Burkina Faso, l'œuvre d'une dizaine d'artistes dont MC Tarzan donc, qui est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Big Boss. Alors comment vous portez? Ça va, super bien, et chez vous? Ça va, ça va. Karama, ça fait un bail. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dites-nous, quel est l'objectif? Pourquoi cet hommage rendu à Willy Mignon? Ah ouais, c'est normal hein, parce que Willy Mignon c'est un grand artiste béninois, un grand arrangeur, un grand concepteur. Donc si quelqu'un comme Willy Mignon quitte cette terre, nous, ses collègues, ses petits, on est obligé de faire quelque chose pour lui rendre hommage. C'est à cause de ça qu'on a fait le son. Qui a initié ce projet? C'est Fire Force Prod et l'association Procab. C'est eux qui ont initié ça. D'accord. On dit souvent que les artistes béninois ne sont pas solidaires et tout, mais avec la réalisation de ce clip, c'est un bel exemple que vous donnez, non? Ouais. On a bossé en famille. Moi, par exemple, je n'ai jamais rencontré le doyen Acido, mais c'est grâce à ça que j'ai rencontré le Grando avec la gouache. Il y a eu beaucoup d'artistes. Oui, c'était free. On va revenir sur les artistes donc, qui sont sur le clip. Il y a vous, il y a Sido, il y a la gouache, il y a Nessika, il y a Alice Mousse, Catalyseur, il y a Kambi aussi. Même Gis aussi est sur le projet. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez en train de tourner ce clip? C'était mémorable, Mao. On tournait le clip, mais moi le jour là, j'ai même failli pleurer parce que à entendre la chanson telle qu'on est en train de tourner le truc là, je me suis senti un peu triste, mais bon. Il n'y a pas de pétard, on a supporté ça. Alors, en tout cas, vous, jeune rappeur, vous avez connu Willy Mignon dans une période donnée. Qu'est-ce que l'homme représentait pour vous? C'était un idole pour moi, un doyen. On a bossé dans le même label. Lui aussi, il avait bossé chez Fire Force en temps. Donc, on se croisait, on faisait des répétitions ensemble, tout ça. C'est une icône à moi. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Certainement, vous avez partagé plusieurs projets, vous avez des discussions et tout. Qu'est-ce que vous retenez de Willy Mignon? C'est un grand frère qui est très simple. Hein. Et il est gentil avec tout le monde. Surtout avec moi, malgré que je sois un petit peu... Bon. D'accord. La situation de Willy Mignon, on la connaît. De façon un peu plus globale, quel est votre regard sur la situation des artistes au Bénin? Bon, moi je peux dire que peut-être qu'il manque un petit soutien, il manque quelque chose. Parce que le Grando, les gens disent qu'il est parti au Burkina pour des projets ou bien quoi. Alors que ici, avec de quoi il est capable là, ici on devait le soutenir. Il doit bosser ici, faire sortir les bonnes choses, organiser des gros concerts aussi, tout ça. Mais
D'accord, d'accord. Nujiu, donc c'est le concepteur, hein, c'est lui qui a conçu Nujiu. Qu'est-ce que vous savez donc de ce concept? Non, on regardait ça à la télé dans le temps. Nujiu, il chantait avec Dossi, le Olu Akemi. C'était un bon concept. Jusqu'à aujourd'hui, c'est gravé dans l'histoire de la musique béninoise. Le Nujiu, un concept de Willy Mignon, c'est trop free quoi. Qu'est-ce que ce concept-là va devenir quoi maintenant? Comme le concepteur même n'est plus là, mais moi je promets, je vais peut-être faire un style du genre pour un autre hommage ou bien pour soutenir le style de musique là. Peut-être que quand il a fait ça, il y aura d'autres artistes qui vont le faire aussi, faire du rap dans le style. Ça va le faire, en tout cas, Inch'Allah, ça va le faire. Alors, pour vous, qu'est-ce que Willy Mignon a apporté à la musique au Bénin? Beaucoup de choses, hein. Parce qu'avant, nous on le prenait comme idole, on voulait être comme lui, chanter comme lui, tout ça. C'est une icône pour la musique béninoise. D'accord. Qu'il repose en paix. D'accord. Est-ce que vous avez eu la chance de partager un podium avec Willy Mignon? Oui, 2 ou 3 fois à Goli, à Parakou, même à Save aussi. On était ensemble sur 2-3 concerts. D'accord. D'accord. On va finir un mot à l'endroit de ceux qui ont soutenu le projet. On peut aller. Ah ouais. Gros big up à Fire Force Pro, le docteur Guyoku et à l'association Aprocab. Ce fut un bon projet. Hein. Il y a eu pas mal de retours. Les gens qui font ça, ils ont trouvé que les artistes maintenant sont vraiment solidaires. C'est un bon projet. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur l'actualité de MC Tarzan. Donc Tarzan MC dans les semaines à venir, on vous suit très bien. Et puis vos dernières réalisations également, on l'a su. On aura le temps de revenir sur tout ça pour voir comment est-ce que ça évolue à votre niveau. Super. Est-ce qu'on peut chanter quelque chose? Ah ouais, il n'y a pas de problème. Toujours pour rendre hommage à Willy Mignon. On peut aller? Ouais. On y va. Abrawe Jesu no Huadaka me artiste miton Willy Mignon nous dit Rosu Waku Bedien Soromi me en kaka je Dionko dia me ma vedo ale je no fo nu bon mo aklo anniversaire rotin me on fois non je tagba et non doit Lisa dit arrangeur Cabri nous faisait danser avec ses belles mélodies moi il bagne des so ba we do boyti Burkina tu vois akuna non les tourna rameni le boui. D'accord. Tarzan MC en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup pour ce bel hommage. Merci donc à Willy Mignon, merci également donc pour les initiateurs de ce projet. On va se retrouver très bientôt sur ce plateau. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 23 mars 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Bouka, c'est à Kalalé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.